Alors, en l'absence de mon président qui doit, pour des raisons protocolaires, accueillir la présidente de Région de France, je vais démarrer donc du coup cette clôture de congrès. J'espère que vous avez toutes et tous réussi à rentrer chez vous correctement. Il y avait qu'encore quelques couacs de bus, mais il fallait bien finir sur cette note notre très belle soirée à la Baule. J'espère que vous avez pris un petit Doliprane avant la séance de clôture. Donc on va démarrer cette plénière par l'exercice traditionnel de restitution des ateliers. Ça sera un peu la fin de notre séquence de réflexion collective autour du thème de la convergence des transitions. Et donc j'invite sans plus tarder François Miteau, président du CORP, Conseil d'orientation de recherche et de prospective de la Fédération des parcs naturels régionaux, à nous rejoindre sur scène. Merci de l'accueillir. Bonjour à vous tous. Je ne sais pas si... Oui. C'est bon le son ? Ça vient. Parfait. Avant d'évoquer les ateliers qui sont tenus hier matin et les visites de l'après-midi, je vais juste vous dire quelques petits mots parce que c'est la première fois que je participe en fait à votre congrès en tant que président du CORP. Et pour moi, c'est vraiment un grand plaisir. J'ai pris mes fonctions en juin 2020 à la suite de François Colson, que je salue amicalement, qui doit être quelque part par là. Et depuis cette date, le moins qu'on puisse dire, c'est que vraiment il y a eu un enchaînement d'événements, de crise Covid, de guerre en Ukraine, d'événements climatiques qui ont beaucoup contribué, je crois, à alimenter nos réflexions au sein du CORP, une instance de réflexion indépendante et où, je crois, on passe tous de bons moments. En prenant mes fonctions, j'ai indiqué au président que la question du changement de climat devait être au cœur de nos réflexions. Et l'ambition du CORP, c'est vraiment d'accompagner le réseau des parcs par rapport à ces changements de climat qui posent vraiment de très nombreuses questions. Et nous sommes en fait une trentaine de membres d'univers très différents, avec des expériences professionnelles aussi très variées, dans l'écologie, l'agronomie, la foresterie, les paysages, l'architecture, mais aussi les sciences humaines et sociales, la sociologie, la culture. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on fonctionne en toute indépendance et, j'allais dire, en très bonne collégialité. Je crois qu'au niveau des parcs, vous avez aussi un atout considérable avec vos conseils scientifiques, qui sont aussi pluridisciplinaires et qui sont eux aussi, je crois, très attachés au réseau des PNR. Et par rapport au contexte de changement climatique, il me semble que c'est un atout que n'ont pas d'autres territoires, d'avoir finalement une communauté scientifique qui est affectée à vos territoires et de gens qui sont attachés aussi à ces territoires. J'ai pu le remarquer en me déplaçant ici ou là dans des parcs. Et je trouve que, notamment par une question qu'on a évoquée en introduction il y a 2 jours, celui de l'adaptation au changement climatique. Et Chantal Joanneau disait dans la visio que finalement on n'avait pas beaucoup de démarches, de projets qui touchent à l'adaptation. Je trouve que vos conseils scientifiques, ça c'est vraiment un domaine où ils peuvent vous donner des éléments par rapport à la perspective de changement, d'autant que tous vos territoires, il n'y a pas de solution unique pour l'adaptation, et je pense que c'est à chaque territoire de trouver les stratégies d'adaptation qui vont donc varier d'un territoire à un autre. Juste un mot pour vous dire que tous les parcs n'ont pas de conseil scientifique. Et je vous fais une proposition, c'est que ceux qui veulent se doter d'un conseil, vraiment, vous pouvez prendre contact avec nous et on est prêt à vous accompagner, à développer votre réflexion. Et tous les membres du CORP seront aussi à votre disposition par rapport à ces questions-là. Parce que c'est vrai que ce n'est pas une obligation, mais en même temps, pour ma part, je trouve que c'est vraiment une opportunité à ne pas laisser de côté. Pour terminer ces propos introductifs, juste vous dire que nous avons signé l'an dernier, en avril 2021, un accord cadre avec des belles institutions scientifiques et d'enseignement, avec l'INRAE, AgroParisTech, l'Institut Agro. Et nos partenaires, ils sont très motivés pour travailler avec le réseau des parcs.
C'est une connexion que je trouve très intéressante. Et là encore, ils sont prêts à développer des travaux de recherche avec vous, ils sont prêts à participer aux commissions thématiques de la fédération, ils sont prêts à venir participer dans vos conseils scientifiques. Et donc, ce type de partenariat, je trouve tout à fait intéressant dans la mesure où ça renforce finalement deux mondes, hein, le monde de la recherche d'un côté et le monde de l'intervention. Et ce n'est pas toujours facile de bien articuler les deux. Là, c'est notre objectif, c'est de bien faire fonctionner le système. Je reviens sur les ateliers maintenant, en quelques mots. Alors en fait, je ne vais pas vous faire une synthèse, mais plutôt vous proposer une réaction par rapport aux enseignements des ateliers d'hier et essayer de l'inscrire dans la continuité de la note introductive qui vous a été proposée il y a 2 jours par Romain Lajarge. Je crois qu'une synthèse un petit peu plus complète vous sera proposée par la suite. Et d'abord, je voudrais remercier mes collègues du Corp, avec lesquels nous avons eu hier soir un débriefing stimulant. Je vais les citer. Il y a Marjorie Jouan, il y a Romain Lajarge, Bernard Chevassiot-Louis, il y a François Colson, Philippe Perrier-Cornet, Philippe Fajon, mais je veux citer aussi de la Fédération, France Drugman, qui nous accompagne maintenant au quotidien dans nos activités, et puis Valérie Pétel également. Tous mes collègues ont mis en avant la qualité des témoignages, la qualité des interventions, et vraiment on veut remercier les organisateurs pour ces bons moments passés en atelier hier matin, de même que les visites qui ont eu lieu hier après-midi. Je rebalaye très rapidement les ateliers, les thématiques, hein, pour vous les remettre en tête. L'atelier numéro 1 s'intitule « Les communes et leurs élus face à l'érosion de la biodiversité ». Donc l'atelier s'est questionné sur la place des communes dans la lutte contre l'érosion de la biodiversité, avec le constat que c'est un sujet qui n'est pas facile, surtout quand on voit que les citoyens n'arrivent pas à toucher du doigt ce que c'est que l'effondrement des espèces. C'est quelque chose que l'on lit dans des rapports, on a peut-être quelques indicateurs ici ou là dans l'environnement immédiat, mais on ne vit pas une crise comme pourrait l'être une crise climatique, une inondation, etc. C'est un effondrement de biodiversité, même si on sait que c'est quelque chose d'extrêmement grave, les citoyens ont du mal un peu à le percevoir. Ce que l'atelier a mis en avant, c'est ce qui marchait bien, c'était toutes les approches qui s'appuient sur la pédagogie, et en particulier les actions éducatives auprès des élèves, que ce soit les atlas de la biodiversité communale ou les aires communales éducatives, les aires naturelles éducatives, qui sont des très très bons outils qui vont dans ce sens. L'atelier numéro 2 s'intitulait « Les prairies, convergence des transitions agricoles, alimentaires et climatiques ». Et cet atelier a mis en évidence que l'alimentation peut être le lieu pour faire converger des préoccupations à la fois écologiques, sanitaires, avec les enjeux de qualité, mais également sociales, avec le localisme des productions. Et l'enjeu, c'est vraiment de se différencier de la logique des grandes filières. Et cela nécessite d'investir dans la coordination et la formation des acteurs. L'atelier a posé la question de l'échelle pertinente, à la fois pour organiser la production et la collecte, mais aussi pour la distribution. Dans tous les cas, ces démarches doivent s'organiser collectivement. Dans l'atelier numéro 3, qui s'intitulait « Des villages en transition, favoriser les convergences à l'échelle communale », en fait, dans cet atelier, on voit que certains maires se sont complètement emparés des enjeux planétaires et agissent à l'échelle de leur village. Mais les voies qu'ils ont prises sont vraiment surprenantes et montrent qu'il y a une alternative crédible aux approches majoritairement descendantes qui touchent aux transitions. Et je vais y revenir tout à l'heure. L'atelier numéro 4, qui s'intitule « Renforcer les relations humains et nature pour accélérer la transition écologique », point d'interrogation. Cette question du positionnement de l'homme au sein de la nature est sans doute une des questions les plus centrales des transitions,
car les dégâts infligés par les humains à la nature n'auraient sans doute pas été aussi désastreux si l'homme occidental avait eu conscience de son appartenance et de sa dépendance à la grande famille du vivant. Le titre de cet atelier aurait pu être, plus précisément, révéler la relation humain et nature plutôt que renforcer. L'atelier a mis en évidence que l'approche artistique peut être une des bonnes manières de traiter du sujet au travers d'expériences musicales, de dialogues d'artistes avec les oiseaux, comme il y a pu y avoir des démonstrations au sein de l'atelier hier. Pour terminer, l'atelier numéro 5 s'est intéressé à la question de la territorialisation ou reterritorialisation des entreprises comme acteurs incontournables de la convergence des transitions. La mondialisation a généré la délocalisation d'un certain nombre d'activités industrielles et a généré également une délocalisation de ses impacts sur la nature, les paysages, sur la santé et la qualité de vie. Si le processus de relocalisation se confirme sur nos territoires, il devra s'opérer en prenant en compte les avancées que les parcs portent avec eux pour la qualité de vie et la qualité des relations des humains et du vivant qui les entoure. L'atelier a noté que la transition économique est en cours et que l'économie des flux se substitue progressivement à une économie des stocks. Mais pour aller vers cette nouvelle économie sur les territoires, il faut plus de coordination entre les entreprises et plus de régulation qui a été qualifiée d'éco-intelligente. Le cadre que proposent les PNR offre aux entreprises cette possibilité de coordination et on constate que le maintien de l'activité économique sur les PNR se porte plutôt mieux qu'ailleurs. Mais je voudrais revenir sur 2 témoignages marquants qui sont au cœur de notre sujet de la convergence des transitions et qui ont fait un écho fantastique aux propos introductifs que Romain vous a présentés il y a 2 jours. Une séquence marquante, en effet, des ateliers a constitué dans le témoignage de 2 élus qui ont adopté dans leur commune, dans 2 communes différentes, sans se concerter, une démarche un peu similaire qui, à la base, a posé la question de l'habitabilité à ses habitants. Que devons-nous faire pour que notre commune soit le mieux habitable, pour qu'on s'y sente bien, pour que les gens aient envie d'y rester et pour qu'elle soit prête à affronter les défis de l'avenir? Et dans ces 2 communes, eh bien, c'est la question qui a donné lieu à des débats avec les citoyens. Et on a pris du temps. Dans une des communes, ça a duré 2 ans, ces réflexions, avant de commencer à mettre en œuvre la première initiative. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le fait de prendre en compte l'habitabilité comme moteur de transition, eh ben, c'est quelque chose qui marche. Et ça renvoie à la note introductive qui disait, effectivement, il faut peut-être abandonner nos logiques de production pour aller davantage vers une logique de qualité de l'habitat, de l'habitabilité. Et les questions posées par ces 2 communes, par ces 2 maires, c'était exactement ça. Alors dans un cas, dans une commune, c'était l'aménagement du centre-bourg qu'il fallait absolument rénover, les commerces étaient partis, etc. Et la priorité, le ressenti des habitants, c'était s'attaquer au centre-bourg. Dans l'autre commune, c'était un autre sujet. C'était une commune où les paysages, petit à petit, s'étaient fermés, où la forêt venait jusqu'au seuil des maisons. Et il y avait un sentiment d'oppression, il y avait des souvenirs des années passées où on avait des paysages ouverts, etc. Et ça devenait le critère prioritaire de l'habitabilité du visage. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en démarrant sur ces constats, qui étaient partagés par les gens, portés par la population, eh bien, petit à petit, il y a eu une espèce de cercle vertueux qui s'est mis en place. Et ces communes ont tiré le fil des transitions. C'est-à-dire qu'on a commencé par le centre-bourg, on a commencé par réouvrir les paysages. Et petit à petit, au bout de quelques temps, eh bien, les communes ont engagé des vrais projets de transition. C'est-à-dire que quand on pose la question de l'habitabilité au niveau local, eh bien, on débouche très très vite sur des transitions qui vont non pas être conduites simultanément, mais plus souvent l'une après l'autre. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un processus un peu itératif où on se fait la main avec
un projet peut-être moins ambitieux, qu'on va maîtriser, et puis après, on prend goût à engager d'autres projets, et c'est ce qui se passe. Et alors, c'est des mécanismes qu'on a connus par le passé, qu'on appelait les mécanismes du développement local, et que les parcs ont largement utilisés, mais on voit que ça marche aussi dans le domaine des transitions. Et on a plutôt conscience, enfin, le ressenti général, c'est que les transitions, c'est d'abord l'affaire de l'État, c'est d'abord l'affaire de politique descendante. Et on n'arrête pas de dire, mais que fait l'État par rapport aux autres transitions, etc. Et en fait, on voit que les approches descendantes des transitions, eh bien, elles ont pas mal de difficultés d'articulation. On voit qu'il peut y avoir des injonctions contradictoires, alors que quand on est dans une démarche ascendante, quand on s'appuie sur les projets des communautés locales, eh bien, on a des transitions qui sont beaucoup plus harmonieuses, où la question des interactions négatives, ça se règle localement, il y a de l'arbitrage local, et donc elles sont non seulement plus harmonieuses dans leur déroulé, mais aussi peut-être plus transformatrices pour les habitants. Et toujours en introduction, la note d'introduction de ce congrès évoquait la nécessité pour notre société d'avancer dans des transformations profondes, ce qui suppose aussi des transformations de comportement. Et là, on voit que, j'allais dire, autant ça semble difficile d'activer ces transformations dans des politiques descendantes, autant ces transformations sont presque naturelles quand on est dans des démarches bottom-up. Alors, il ne faut pas opposer les deux, je pense que ce serait un mauvais procès que de dire il n'y a que le bottom-up de vrai et le descendant, il faut le bannir. Non, je pense qu'il y a la place pour toutes ces approches, mais manifestement, ce qu'on a entendu hier, et je pense que tous les collègues du Corps le partagent, on voit qu'on a une vraie alternative à des démarches descendantes. Et voilà, les parcs sont quand même des territoires qui sont, comment dire, où ce type de démarche appartient à leur logiciel, et ce serait extrêmement dommage de ne pas aller plus loin dans ces approches bottom-up concernant les transitions. Voilà. Un autre enseignement, c'est que dans tous les exemples, les témoignages qu'on a eus hier, eh bien finalement, ce qu'on attend des parcs, c'est une sorte de back-office. Ce n'est pas forcément de porter l'initiative. On a des élus locaux, on a des trucs qui impulsent, mais pour que les initiatives prennent forme, il faut qu'il y ait derrière de la formation, il faut qu'il y ait de l'accompagnement, de la coordination. C'est vrai par rapport aux transitions alimentaires, c'est vrai par rapport aux transitions économiques. Et là, on a bien évoqué ce rôle d'accompagnement des parcs. Pour conclure, j'en ai pour 1 minute. Pour conclure, je vais vous formuler 2 propositions qui s'adressent peut-être plus à Michael Weber, au président de la fédération. La première proposition, elle tient du constat que eh bien, la production d'initiatives au sein du réseau des PNR, c'est fantastique, ça marche quand même sacrément bien. Et on a pu le voir dans le marché aux initiatives avant-hier, combien tous les parcs proposent des initiatives presque foisonnantes. Donc le côté laboratoire fonctionne bien. Ce qui marche un peu moins, c'est que l'innovation reste une innovation et ne diffuse pas, ou peu. Elle a du mal à se dupliquer. Et un des enjeux de nos transitions, c'est quand même faire masse. C'est avoir des impacts significatifs. Et donc, si on en reste avec des initiatives, on n'a fait que la moitié du chemin. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est vraiment un investissement particulier que de réfléchir à la duplication, à la contagion, à la appelons ça comme on veut, dans plusieurs sens. Ça peut être des parcs qui accueillent des initiatives qui ont été prises ailleurs, et puis ça peut être des parcs qui émettent des initiatives qu'ils ont testées, qui ont fait leurs preuves chez eux. Et ça peut toucher le réseau des parcs, mais aussi, et ce serait une très bonne chose, toucher des territoires hors parc, pour qu'il y ait une influence, que le côté laboratoire des parcs qui fait partie de ces missions soit effectif dans les territoires autour.
La proposition, c'est de dire, ce qui serait bien, c'est qu'on réfléchisse à la mise en place d'une stratégie de duplication, une stratégie de diffusion. Et le Corp est prêt à engager cette réflexion pour fournir des idées. Alors, ce ne sera pas forcément un plan d'action complet, mais au moins vous donner des pistes pour caler ensuite un plan, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, enfin, peut-être un plan de démultiplication, toujours avec cet objectif de massification. La deuxième proposition, et je vais en terminer avec ça, c'est par rapport à ce que j'évoquais à l'instant, des démarches ascendantes qui touchent les transitions. À ma connaissance, on n'a pas beaucoup de politiques publiques qui permettent d'accompagner ces démarches ascendantes. Et les territoires qui ont engagé, les deux maires qui ont témoigné, se sont un petit peu débrouillés pour bricoler des financements qui n'étaient pas forcément faits pour ça, mais on n'a pas de cadre institutionnel qui permettent de développer ces démarches ascendantes dans les territoires pour mettre en place et développer les transitions dont on a parlé pendant tout ce congrès. Et la proposition serait que votre réseau des PNR a une vraie légitimité, avec son histoire, avec son logiciel, à proposer au gouvernement, mais plus largement peut-être à tous les décideurs publics, de mettre en place ces politiques d'accompagnement des transitions initiées, développées, mises au point sur les territoires. Je vous remercie. Merci beaucoup. On peut l'applaudir bien fort. François, c'est un rôle ingrat que j'ai de te couper parce que tout ce que tu as dit était vraiment passionnant et comme à ton habitude, tu as fait plus qu'une restitution puisque tu nous as fait un certain nombre de propositions. Donc merci à toi et aux collègues du Corp. Vous inquiétez pas, François est tellement disponible et il fait partie de la famille, donc on aura l'occasion de prolonger nos discussions. Donc un peu en transition par rapport à une des conclusions d'un atelier, on l'a dit, les entreprises sont des partenaires importants des parcs naturels régionaux. Donc au niveau national aussi, nous avons un certain nombre de partenariats et on souhaitait en honorer deux aujourd'hui, des entreprises qui travaillent dans l'énergie, et Dieu sait que c'est un sujet qui va fortement nous préoccuper ces prochaines années puisque les enjeux de production énergétique au niveau national et de relocalisation de la production sont aussi des enjeux de nos territoires. Donc j'invite à monter sur scène Monsieur Richard Morin, directeur de la RSE de RTE. On peut les applaudir. Monsieur Guillaume Flachat, directeur du développement des territoires à la direction des territoires et actions régionales d'EDF. Et Michael Weber, président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Donc, merci à vous. Voilà, bien sûr, on pense aussi aux autres entreprises avec qui on a des partenariats, Enedis, Engie, GRT Gaz. On ne vous oublie pas. Aujourd'hui, c'est l'occasion de signer avec des entreprises, une assez historique, puisqu'on a un premier partenariat avec RTE depuis 2010. C'est une entreprise qui nous a rejoint au sein du réseau national depuis un peu plus récemment, qui est EDF. Je passe la parole au président de la fédération. Oui, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Vous voyez que je n'ai pas tout à fait retrouvé ma voix depuis le début de semaine, mais d'abord vous dire le plaisir que nous avons à vous recevoir ici pour cette séance de clôture et saluer la présence effectivement de Guillaume Flachat, le directeur du développement des territoires à la direction territoire et action régionale, voilà, chez EDF, et Richard Morin, directeur de la RSE à RTE. Peut-être rappeler que depuis 2000, le réseau des parcs s'est engagé dans l'intégration de la transition énergétique dans les stratégies qui sont portées à travers les chartes et les actions au quotidien. Et les parcs qui intègrent leurs compétences en matière de biodiversité, de paysage et de développement économique et de portage d'un projet de territoire. Et en 2010, un partenariat a été engagé entre RTE et la fédération, qui a été concrétisé notamment par des projets dans les parcs permettant d'améliorer la biodiversité sous les lignes électriques, par la mise en place de formations sur la biodiversité pour les salariés de l'entreprise. Et c'est également dans ce cadre qu'en 2019, la fédération a engagé avec EDF un autre partenariat stratégique portant sur la transition énergétique dans les parcs et la maîtrise du carbone. Et chaque année, à travers des conférences, des analyses, des rencontres avec vous toutes et tous dans les parcs, mais aussi avec les équipes de ces deux entreprises respectives, nous construisons des passerelles entre nos missions et les enjeux qui nous sont réciproques. Ces partenariats ont aussi vocation à favoriser les liens directs avec les parcs à travers des programmes d'action qui sont adaptés à chaque territoire. Et c'est donc avec énormément de satisfaction et un
Et dans ce contexte particulier, où l'urgence liée aux enjeux de précarité énergétique et de capacité de production ne doivent pas éclipser l'impérieuse nécessité de concilier les transitions écologiques et énergétiques, que nous renouvelons ces 2 conventions nationales. Et je tiens aussi à saluer nos autres partenaires historiques énergétiques qui sont présents à notre congrès et pour lesquels nous avons actuellement des conventions en cours. Je pense en particulier à Enedis, à Engie et à GRT Gaz. Voilà ce que je pouvais dire. Je pense que vous allez respectivement prendre la parole. Oui, la parole est à Richard Morin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente des Régions de France, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de signer aujourd'hui, au nom du Président de RTE, la reconduction du partenariat entre la Fédération des parcs et RTE. Comme l'a dit Michael Weber, cette nouvelle convention couvre la période triennale 2023-2025 et elle concrétise la solidité d'un partenariat qui dure depuis maintenant 12 ans. Alors, cette continuité a 2 explications simples. Une première explication qui relève d'une logique quasi mathématique, puisque les parcs couvrent presque 20% du territoire métropolitain. RTE, de son côté, exploite plus de 100 000 km de lignes à haute et très haute tension et 3 000 postes de transformation. Nous ne pouvions donc que nous rencontrer. Une seconde explication qui touche à nos convictions communes. Nos 2 organisations ont en effet le souci commun de la préservation de la biodiversité. Alors, cette préoccupation est évidente pour les parcs et elle est de plus en plus prégnante pour une entreprise industrielle comme la nôtre. RTE a ainsi noué au fil du temps un certain nombre de partenariats avec des gestionnaires d'espaces naturels, dont bien sûr celui avec les parcs. RTE est également désormais une entreprise engagée pour la nature et nous avons pris à ce titre des engagements quantitatifs en matière d'aménagement favorable à la biodiversité. Comme vous le savez, cet engagement pour la nature n'est qu'un des volets de l'action de RTE au service de la société. Sans vouloir être trop long, vous savez que notre entreprise est pleinement engagée dans la transition énergétique et elle en est même un acteur central, tant à court terme, pour faire face à la situation conjoncturelle que vous connaissez tous, qu'à moyen-long terme, en éclairant les différents acteurs sur les futurs énergétiques soutenables. Voilà. Sur un plan très concret, nos investissements s'accélèrent, le réseau de transport doit être renouvelé lorsqu'il est vieillissant, doit être renforcé pour s'adapter aux nouveaux modes de production, sans oublier le développement des échanges européens et les nouvelles compétences qu'il nous faut acquérir pour le raccordement des parcs de production offshore. J'ai eu le plaisir de participer cette semaine pour la première fois à votre congrès national et les échanges que j'ai eus avec un certain nombre d'entre vous m'ont conforté dans l'idée que même si nous ne faisons pas du tout le même métier, nous avions des intérêts convergents. Je sais que c'est un mot qui a été très utilisé depuis avant-hier. Bon, je ne prendrai qu'un seul exemple, le poste RTE de Prinquio, que j'ai pu visiter hier dans le cadre d'un atelier, qui montre bien qu'on a pu construire un ouvrage d'une certaine importance sur le territoire d'un parc, le parc de Brière. Je crois que ça, c'est une réussite exemplaire de la coopération entre nos 2 organismes. Pour conclure, nous repartons ensemble pour les 3 prochaines années avec des ambitions de plusieurs natures. Le soutien à des projets prenant en compte la biodiversité dans des lieux qui sont situés à la fois sous les emprises RTE et dans les parcs naturels. La réalisation de formations à destination de salariés RTE, de formation à la biodiversité naturellement. Une contribution aux réflexions des PNR sur les questions énergétiques et de manière plus générale, des partenariats locaux entre les parcs et les équipes locales de RTE. Voilà, pour conclure, je souhaite au nom de RTE, à tous les parcs naturels régionaux et à leurs fédérations, un plein succès dans la poursuite de leur mission et dans l'atteinte de leurs objectifs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Morin. La parole est à Guillaume Flachat. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous donner l'occasion à EDF aujourd'hui de re-signer ce partenariat avec les parcs naturels régionaux de France à Saint-Nazaire. Alors,
Effectivement, on a parlé de convergence depuis quelques jours. Je crois que nous avons beaucoup de sujets d'intérêt commun, d'actions communes autour de la transition énergétique, autour de la chasse au carbone. Nous avons pu, cette année, travailler avec un certain nombre de parcs sur la question du logement, la caractérisation des logements qui sont sur les périmètres des parcs, les énergies de chauffage qui y sont utilisées, et aussi le sujet de la précarité énergétique qui reste évidemment un sujet d'actualité. On a pu aller assez loin sur des études que nous avons partagées et travailler ensemble à mieux connaître quelle est pour cette partie-là la réalité de vos territoires. On a aussi parlé d'énergie renouvelable sur plusieurs angles. Alors énergie renouvelable, j'en profite pour saluer amicalement celles et ceux qui avaient manifesté leur intérêt pour aller visiter le parc éolien qui est à quelques encablures en mer ici. Et pour vous dire que le soleil est là, le bassin qui est derrière vous semble assez calme, mais la réalité c'est qu'il y a quand même un avis de grand frais et le vent souffle à 40 nœuds en mer, donc je crois que c'est sans regret. La sortie aurait été vraiment impossible, enfin difficile et très compliquée, mais j'espère que ça n'est que partie remise et que nous aurons l'occasion de vous montrer ce parc développé par EDF Renouvelables, ce premier parc français, dans les mois qui viennent, peut-être quand Éole sera un peu calmé et qu'on sera au printemps de l'année prochaine. Voilà, alors les sujets qu'on a évoqués cette année, il reste encore des choses à faire. On n'a pas épuisé le sujet. Il y a d'autres thèmes que nous avons évoqués et sur lesquels nous pourrons continuer à travailler dans l'année qui va s'ouvrir. Et pour conclure, je voudrais rajouter que ce qui est effectivement important, c'est aussi les partenariats qui se nouent en région, entre vous, entre les parcs naturels et puis les entités d'EDF qui sont présentes sur le territoire, nos unités de production, mais aussi nos directions à l'action régionale. Ça fait partie, je crois, de la richesse de ce partenariat. Il y a beaucoup de choses qui se font, il y a sûrement des choses qui peuvent encore se faire, qui sont en développement. Je crois que l'objet aussi de ce partenariat national, c'est de donner envie, vous donner envie de le décliner régionalement. Donc ce sont aussi des discussions à poursuivre, des projets à mener ensemble, et c'est avec plaisir qu'on le fera. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Flachat. On va procéder aux signatures, si vous voulez bien. Et comme dans le thème de notre congrès, il y a aussi urgence, il y a convergence, mais aussi urgence. J'ai déjà pris un peu de retard, donc voilà, je vous invite à signer les conventions et bien sûr de remercier EDF parce qu'effectivement, on a tout fait pour organiser cette visite, notamment pour Madame la Présidente de Région de France. On a un petit bon de la part d'EDF pour organiser ça un autre jour, donc on trouvera une occasion pour aller voir les éoliennes avec vous. Merci en tout cas de procéder à la signature. On peut encore applaudir EDF et RTE qui nous accompagnent avec beaucoup de fidélité dans nos activités. Alors j'en profite pendant la signature des conventions pour introduire la séquence suivante qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'on va mettre à l'honneur la délégation qui a fait le chemin le plus long pour venir au Congrès, puisque c'est nos amis de Guinée. Vous avez sans doute déjà rencontré dans le cadre du marché aux initiatives ou de la soirée ou des ateliers. Alors je dis que c'est le chemin le plus long, ça n'a pas forcément été le plus compliqué, mais ça c'est un autre sujet. En tout cas, voilà, et sachez qu'avec la République de Guinée, nous avons désormais un partenariat solide et en Guinée, ils souhaitent s'inspirer aujourd'hui du modèle des parcs naturels régionaux pour développer leur activité de préservation de la nature. Donc voilà, on est très heureux qu'ils aient, grâce au soutien de l'ambassade, pu nous rejoindre aujourd'hui dans le cadre de ce congrès. Alors peut-être vous pouvez vous lever dans la salle pour qu'on vous voie, amis guinéens, voilà, et qu'on vous applaudisse. Merci à vous. Je pense aussi à Philippe Gamin, premier vice-président de la fédération, qui a eu l'occasion de m'accompagner dans ce pays pour voir à la fois leur beauté et aussi tous les défis de la protection de la nature en Guinée. Merci beaucoup, messieurs. Donc j'invite monsieur... Peut-être juste, Eric, rappeler que nous avons notre fameuse mallette cadeau, parce que j'ai fait du teasing qui vient d'être lancé avec les produits Valeur Park. Et donc j'ai plaisir à offrir au nom du réseau aux signataires de la convention donc ce paquet, ce petit cadeau. Merci.
Merci beaucoup. Donc j'invite Karim Samoura, chef de cabinet de la ministre de l'Environnement guinéen, à nous rejoindre sur scène. La parole est à vous, Monsieur Samoura. Merci à vous. Madame ou Messieurs, le ou la représentante du ministre en charge de la transition écologique, Monsieur le Président de la Fédération des parcs naturels et régionaux de France, Mesdames et Messieurs les maires, mairesses, présidentes et présidents de parcs régionaux, naturels régionaux, Mesdames et Messieurs les délégués, chers congressistes, en vos rangs et grades respectifs, permettez-moi, avant tout propos, de vous transmettre les salutations de Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République de Guinée, Madame Lopou Lama. Je voudrais aussi profiter de l'occasion qui m'est offerte pour vous remercier pour l'honneur que vous me faites en me permettant de prendre la parole devant cette Assemblée des élus de France. Je tiens à exprimer toute mon admiration pour votre engagement en faveur du développement local durable et de vos différents territoires, je veux dire. Au-delà, le thème de ce congrès montre à suffisance votre souci de prise en compte des enjeux globaux tels que la biodiversité et le changement climatique qui nous concernent tous, je veux dire le monde entier. Mesdames et Messieurs, la République de Guinée que je représente ici est résolument engagée depuis son indépendance vers la préservation de la biodiversité à travers la protection d'espaces d'importance écologique. Le pays compte actuellement 53 aires protégées qui couvrent environ 36 900 km², soit 15% de sa superficie. Ces aires protégées, qui sont composées de réserves de biosphère et de parcs nationaux sur des écosystèmes terrestres, côtiers et d'eau douce, et d'un réseau de plus de 150 forêts classées. Cependant, ce réseau hérité de différentes périodes coloniales et post-coloniales est actuellement disparate et souffre d'un manque de ressources financières et de main-d'œuvre spécialisée, entravant la capacité donc du pays à les gérer correctement. Il faut mentionner aussi le manque de modèles de gestion adaptés aux enjeux territoriaux et actuels. Mesdames et Messieurs, depuis le 5 septembre 2021, certainement vous l'avez su dans les nouvelles, la Guinée s'est engagée dans une transition politique dirigée par son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, qui s'est fixée pour finalité la refondation de l'État. La déclinaison de cette refondation dans le secteur de la conservation s'est traduite depuis 8 mois par des réformes majeures telles que l'érection de l'Office guinéen des parcs et réserves de faune et du Centre d'études et de gestion de l'environnement des monts Nimba en établissement public d'État chargé l'un et l'autre de la gestion de la conservation dans le pays. La revalorisation du rôle du conservateur dont les capacités sont à renforcer nécessairement. La révision en cours des textes réglementaires relatifs à la gestion du capital naturel et la création d'un fonds fiduciaire dédié au financement de la conservation. Les actions en cours portant sur la délimitation des aires protégées existantes, la compilation et l'analyse croisée de données nous permettront de proposer dans un bref délai la refonte du réseau des aires protégées en Guinée. Les principes directeurs mis de l'avant sont la capitalisation de l'héritage, la simplification des statuts ouvrant la possibilité à l'intégration de modèles tels que développés
au niveau des parcs naturels régionaux. Il y a aussi la question de l'optimisation des sites de protection au statut internationalement reconnu et leur connectivité à travers des corridors biologiques et la promotion de la gestion participative et l'implication des communautés dans la planification et l'aménagement du territoire. Ainsi, le nouveau réseau d'aires protégées attendu devra comprendre des parcs nationaux complétés par un ensemble d'aires protégées de petite taille qui seront des réserves naturelles intégrales ou co-gérées. L'atteinte de ces objectifs, comme vous devez le comprendre, nous impose la recherche d'approches nouvelles adaptées, permettant notamment de mettre les communautés au cœur de la gestion de leur territoire et de faire d'elles et de leurs élus des co-gestionnaires des aires protégées. Mesdames et messieurs, depuis 3 ans, votre fédération, en collaboration avec l'ONG RENACED, dont les membres m'accompagnent dans cette mission, implémente avec succès en Guinée l'approche des PNR dans la forêt classée de Kounoukan, dans la commune rurale de Moussaya, dans Forêt-Karia. Les leçons tirées de la capitalisation de cette expérience ont retenu l'attention de mon département. Notre présence parmi vous ici témoigne à suffisance notre intérêt pour l'outil PNR que nous espérons adapter à nos réalités et à nos besoins. Monsieur le Président de la Fédération des PNR, nous avons observé votre modèle, échangé avec les membres de votre réseau sur les aspects institutionnels, visualisé de multiples bonnes pratiques en matière de gestion des aires protégées, de conservation de la biodiversité, mais surtout de valorisation des services écosystémiques. Mais cela ne suffit pas à faire de nous des spécialistes des PNR. C'est pourquoi nous voulons continuer à compter sur votre accompagnement à travers l'ORENACED, mais aussi à travers l'Office guinéen des parcs et réserves de faune de la Guinée, par le renforcement des capacités de nos acteurs, je veux dire ici les élus, des acteurs de la société civile, des acteurs économiques et des conservateurs, mais aussi des fonctionnaires d'autres ministères concernés, tels que le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Aménagement du Territoire, le ministère de l'Administration en charge des collectivités décentralisées. Ainsi, ceux-ci pourront mieux jouer leur rôle à travers votre accompagnement en tant que coach, en vue de nous permettre de disposer d'un modèle adapté à notre contexte. Je veux dire un modèle de gestion participative des aires protégées. En clair, nous espérons, à travers un partenariat gagnant-gagnant et égalitaire, la formalisation d'ententes de partenariat entre nos réserves et nos parcs avec vos PNR intéressés et la possibilité de jumelage à moyen terme de nos communes concernées avec les vôtres. L'accueil de nos cadres dans vos PNR pour des formations pratiques, l'échange de stagiaires pour un partage d'expériences mutuelles et la réalisation d'études pratiques sur des sujets d'intérêt commun, notamment concernant l'évaluation des services écosystémiques, l'évaluation des pertes de biodiversité dans un contexte de développement minier en Guinée, à travers lesquels nous sommes en train de mettre en place des exigences pour que ces entreprises minières puissent assurer convenablement la compensation des pertes de services écosystémiques et de biodiversité. Et enfin, le partage d'informations et de ressources pour faire face aux défis des changements climatiques intégrés aux questions d'érosion de la biodiversité. Je ne saurais terminer cette allocution sans remercier, magnifier cette coopération, en remerciant ici M. Eric et d'autres acteurs qui ont été les artisans de cette collaboration. Je voudrais aussi qu'il nous soit permis de remercier l'ambassade de France et la coopération française pour l'organisation de ce voyage et d'autres à venir. Je me dois de féliciter et de reconnaître
l'efficacité et le rôle prépondérant de la société civile guinéenne à travers l'ONG RENACED, qui a été récemment valorisé par le président du Comité national de transition, M. Dansa Kourouma, pour le rôle joué dans la préservation de l'environnement. Merci, M. Diakité, merci à votre équipe et du courage. Le chemin reste long, mais nous sommes avec vous. Je voudrais enfin inviter les participants à se féliciter par un applaudissement général pour le dynamisme de votre réseau et la réussite de ce congrès. S'il vous plaît. Un grand merci à Monsieur le Président de la Fédération des parcs naturels et régionaux de France et à toute son équipe. Pour nous, vous êtes un modèle à suivre. Continuez donc à assurer pour la France plus de résilience et un meilleur alignement dans la logique de la transition écologique et climatique. Vive la coopération internationale, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Samoura, pour ces mots très chaleureux. Merci aussi à Sékou Diakité, le directeur du RENACED, parce que c'est lui qui est tombé amoureux des parcs naturels régionaux en France, puisqu'il a passé de nombreux mois dans nos parcs. Donc merci à lui. Voilà, donc c'est une belle aventure qui se poursuit en Guinée avec nos amis guinéens. Merci. Bien, nous allons maintenant passer aux séquences des discours de clôture. Donc j'invite sur scène Monsieur Franck Louvrier, maire de La Baule, premier vice-président de la région Pays de la Loire. Monsieur Louvrier, encore merci pour l'accueil d'hier soir. On a passé un très bon moment chez vous. Vous n'étiez pas là, mais soyez rassurés, on a été très très bien accueillis chez vous. Merci encore. Monsieur Jean-Luc Séché, vice-président agriculture, mer et littoral, voies navigables et ports du conseil départemental de la Loire-Atlantique. J'ai rien oublié, j'espère, monsieur le vice-président. Madame Carole Delga, présidente de Région de France, président de la région Occitanie, et monsieur Éric Provost, président du parc naturel régional de Brière. Merci à vous. Voilà, monsieur Jean-Luc Séché, vous allez démarrer, du coup, c'est... Non, pardon, c'est monsieur Provost, excusez-moi, décidément. Éric, excuse-moi, c'est oui, le petit mot de clôture du président du parc. Merci à toi, Éric. Vous me prenez au dépourvu. Alors écoutez, tout d'abord, je souhaitais bien sûr remercier l'ensemble des collectivités publiques et institutions qui ont accompagné ce congrès. Vous avez ici leur drapeau. Remercier également l'ensemble des partenaires privés qui nous ont accompagnés pour ce congrès, mais qui sont là, comme vous l'avez compris, aussi au quotidien pour nous aider à avancer sur un certain nombre d'initiatives sur ce territoire. Moi, je voudrais remercier les congressistes parce que le fait d'être avec vous là pendant ces 3 jours, de visiter notre territoire avec votre regard, ça nous enrichit aussi. C'est très important qu'on puisse avoir ce retour de ce que vous percevez, vous, de nos enjeux, de nos défis, et la manière dont vous pouvez aussi nous éclairer sur la route à suivre. Donc ça, c'était très important. Je pense que c'est un élément fondamental pour ce congrès. Un autre élément qui me paraît aussi important, ça a été souligné tout à l'heure, c'est le fait que nos parcs ne restent pas, entre guillemets, enfermés dans leur périmètre administratif ou dans leur mission, mais qu'on ait bien ce rôle d'initiative, d'innovation, ce rôle moteur, bien sûr à l'intérieur de nos parcs, dans le cadre de nos missions, mais aussi pour rayonner sur le territoire proche, voire sur le territoire plus large, et faire en sorte que nous soyons effectivement porteurs, si on veut bien nous aider à renforcer nos moyens pour que ça rejaillisse sur l'ensemble du territoire. Et puis, je l'avais évoqué dans mon discours d'ouverture, je pense qu'il faut aussi que peut-être nous prenions plus conscience de la force de ce réseau. Ce congrès l'illustre, nous avons d'énormes capacités de faire bouger les choses,
mais c'est aussi par le collectif que nous y arriverons. Et c'est vrai que le fait que nous ayons été un peu privés de congrès depuis 4 ans, finalement, moi, ça m'a éclairé aussi sur cette idée qu'il faut qu'on multiplie en fait les initiatives. Nous, j'ai évoqué quelques présidents de parcs, par exemple les parcs de zones humides. Ben, je pense qu'on a à faire un travail plus collectif entre nous pour préparer les choses, pour préparer l'avenir et gérer cette transition. Et puis je terminerai bien sûr, alors je remercie l'ensemble de l'équipe de la Fédération qui nous a bien épaulés pour l'organisation de ce congrès. Et je voudrais tout simplement dire au nom des élus du parc régional de Brière, dire aux équipes, les remercier bien sûr, et leur dire tout simplement que nous sommes fiers de vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore Eric et toute l'équipe pour votre accueil, ça a été un congrès magnifique. La parole est à Jean-Luc Séché. Monsieur le Président de la Fédération des parcs, Monsieur le Président du Parc régional de Brière, cher Eric, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des parcs, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de m'exprimer devant vous au nom du Président du département, Michel Ménard, pour ce congrès des parcs qui se déroule en Loire-Atlantique. Je suis accompagné de mon collègue Hugo Bessières, conseiller départemental en charge du projet alimentaire des territoires de Loire-Atlantique, et c'est un sujet qui a énormément de sens pour nos parcs naturels. La Loire-Atlantique, c'est un département d'eau, c'est même écrit dessus. Et ici, à Saint-Nazaire, ce fleuve emblématique rencontre l'océan. La Loire-Atlantique, ce sont en effet 132 km de littoral, un réseau hydrographique dense, la Loire, l'Erdre, la Sèvre, le canal de Nantes-à-Brest. Nous sommes le 2e département de France par l'importance des surfaces en zone humide. La Brière est une richesse pour la Loire-Atlantique à l'équilibre fragile. C'est une richesse écologique aux multiples fonctions, nous l'avons vu au cours de ces journées. C'est aussi une pépite pour le développement touristique, un développement touristique durable et soutenable. C'est ainsi que nous l'envisageons dans notre collectivité départementale. Alors, l'urgence écologique doit nous mobiliser pour agir pour la protection de la biodiversité. Les alertes des scientifiques sur l'ampleur de l'extinction des espèces la plus rapide de l'histoire de notre planète sont désormais largement connues. Il y a quelques jours encore, le rapport Planète Vivante du WWF nous alertait sur la chute de 69% en moyenne de la population des vertébrés entre 1970 et 2018. Les parcs en sont d'ailleurs les témoins. Les grandes causes de ces effondrements de la biodiversité, nous les connaissons. Les changements d'usage des terres et de la mer, l'exploitation directe et notamment la surpêche, le changement climatique et donc en lien clairement avec nos émissions de gaz à effet de serre, la pollution, ou plutôt les pollutions, et les espèces exotiques envahissantes, et on sait à quel point les différents parcs sont concernés. Il est donc nécessaire d'inscrire l'action publique dans une démarche plus systémique. La mise en place d'espaces naturels protégés est l'un des éléments d'une politique de biodiversité, mais cela doit aussi se traduire par des plans de gestion ambitieux, comme c'est le cas dans les parcs naturels régionaux. Le département de Loire-Atlantique, c'est aussi le symbole des menaces qui pèsent sur la biodiversité et en particulier sur les zones humides. Notre département de 1 400 000 habitants compte 17 000 habitants supplémentaires chaque année. Cette attractivité, c'est bien sûr d'abord une chance, mais c'est aussi une pression exercée sur les milieux naturels et agricoles qui se traduit notamment par une mauvaise qualité de l'eau. Ici, en Loire-Atlantique, c'est 98% des masses d'eau du département qui sont en mauvais état. Alors, avec les élus locaux et les acteurs de ce département, nous sommes dans l'obligation de relever un double défi. D'abord, accueillir les nouveaux habitants et leur fournir du logement, de l'emploi et des services. On ne va pas construire des murs
pour empêcher les gens de venir, même si ça peut être la tentation de certains. Le repli sur soi n'est jamais la solution. Pour l'ensemble de ces besoins, chaque année, nous artificialisons dans notre département 365 hectares. C'était le triple il y a 10 ans. La tendance est donc, à cet égard, encourageante. Le second défi, c'est de protéger notre patrimoine naturel, notre capital foncier et notamment les zones humides, les espaces naturels et les terres agricoles. Alors, le département, en tant que collectivité, agit en ce sens. Il est gestionnaire de plus de 40 000 hectares d'espaces naturels et propriétaire d'espaces naturels sensibles sur plus de 40 sites. Il protège également les espaces agricoles à travers les péans. Et je tiens ici à saluer le courage et la volonté politique des élus communaux qui ont fait le choix, effectivement, d'inscrire une partie de leurs terres dans le cadre de ces péans, que ce soit ici, sur le territoire de l'agglomération de Saint-Nazaire, ou dans le cadre, effectivement, de Cap-Atlantique, l'agglomération voisine. Le département prône également, dans ses avis d'urbanisme, la sobriété foncière qu'il s'applique, d'ailleurs, quand il construit des bâtiments. Je pense notamment à la construction de nos collèges. Alors, l'objectif ZAN, il en a été beaucoup question, zéro artificialisation nette. Eh bien, c'est un objectif à la fois ambitieux, compliqué dans sa mise en œuvre, mais nécessaire. Il est porté, d'ailleurs, de manière volontariste par le département de Loire-Atlantique, et je sais, par de nombreuses collectivités dans notre département, même s'il inquiète légitimement de nombreux élus locaux. Nous devons collectivement travailler, agir et sensibiliser tous les acteurs, mais aussi et peut-être surtout, c'est ce qui a été rappelé d'ailleurs dans beaucoup de nos échanges, l'ensemble des citoyens à cet enjeu majeur pour notre avenir, celui de nos enfants et de nos petits-enfants. Et ce, sans dogmatisme, mais en prenant en compte toutes les situations et chaque territoire qui est soumis à des pressions différentes, l'attractivité résidentielle, les contraintes littorales, la place nécessaire pour les activités économiques. Chacun doit prendre ses responsabilités sans chercher à se défausser. Dans cet objectif de sobriété foncière, les parcs régionaux ont un temps d'avance. Ils ont en effet une connaissance fine du territoire, de ses caractéristiques, de ses acteurs et de ses contraintes. Et dans la méthode également, celle de la concertation, de la pédagogie et de l'incitation pour créer l'adhésion des acteurs par un effet d'entraînement vertueux. Alors, profitons collectivement de vos exemples, de vos expériences, de vos innovations. Et évidemment, le parc de Brière aura toute l'attention et tout le soutien de notre collectivité départementale. Je vous souhaite une très bonne fin de séjour en Loire-Atlantique et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Séché. Voilà. Alors, c'est pas faute d'avoir essayé, Michael, mais malheureusement, nos ministres de tutelle n'ont pas pu nous rejoindre ici aujourd'hui à Saint-Nazaire. Mais Madame Bérangère Couillard, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de l'écologie, nous a envoyé un petit message vidéo que nous allons vous projeter immédiatement. Alors je suis désolé pour les gens sur scène, vous allez un peu devoir vous retourner, on n'a pas pu prévoir de retour, mais voilà. Parole à Madame la secrétaire d'État. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames les présidents, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, je suis ravie de pouvoir intervenir à distance pour clôturer ce congrès de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Le ministre Christophe Béchu et moi-même regrettons de ne pas pouvoir être présents physiquement avec vous aujourd'hui, mais nous tenions à remercier la Fédération pour l'organisation de cette nouvelle édition et surtout pour votre engagement de longue date aux côtés des territoires et pour la biodiversité. Vous avez choisi de mener votre congrès sur la thématique de l'urgence des transitions écologiques et climatiques. C'est un sujet incontournable de notre temps et les territoires seront des acteurs majeurs de cette transition. Les territoires ont besoin d'ingénierie, d'accompagnement, de méthodes, d'organisation
et les PNR apportent ces compétences jusque dans les plus petites communes concernées. Je sais pouvoir compter sur votre action pour faire réussir nos défis. Nous avons plusieurs défis à relever. Le premier, c'est celui de la décarbonation de notre production énergétique. Elle est indispensable pour atteindre nos objectifs de baisse des émissions de CO2. Elle nécessite une mobilisation des acteurs territoriaux autour de projets fédérateurs et consensuels. L'État va simplifier ces projets. Pour les années qui viennent, il vous appartient de vous en emparer et réaliser ces projets de méthanisation, de photovoltaïque, d'éoliennes, partout où cela est pertinent. Le second, c'est celui de la rénovation du patrimoine bâti ancien. Les PNR apportent l'ingénierie utile à la rénovation des centres-bourgs de nos villages. C'est à la fois bon pour les sols et bon pour le climat lorsque ces rénovations sont aussi des rénovations énergétiques. Enfin, vous êtes impliqués sur les questions d'aménagement du territoire. Notre pays doit changer de modèle. Notre aménagement doit devenir moins consommateur d'espaces naturels. Après les violents incendies auxquels ont été malheureusement confrontés une douzaine de PNR cet été, je sais pouvoir compter sur la mobilisation du réseau pour travailler collectivement sur des solutions adaptées à chaque territoire. La réduction du risque des incendies de forêt en est un axe majeur. Au-delà des incendies dramatiques, il s'agit aussi de redonner à nos forêts leur rôle de puits carbone nécessaire pour la trajectoire bas carbone. Pour accompagner l'ensemble de ces chantiers, le gouvernement a prévu la mise en place d'un fonds vert pour accompagner les collectivités locales dans la transition écologique. C'est près de 2 milliards d'euros d'ores et déjà prévus pour 2023. Les collectivités dont vous faites partie doivent pouvoir développer tous les projets qui sont bénéfiques pour l'environnement et notre trajectoire climatique. Elle vient répondre à tous les enjeux, adaptation des territoires au changement climatique, amélioration de la performance environnementale ou encore l'amélioration du cadre de vie. La gestion de ce fonds se voudra simple avec une enveloppe confiée aux préfets qui pourront l'utiliser de manière souple pour financer les projets prioritaires de vos territoires. Cela inclut également la stratégie nationale biodiversité pour laquelle vous êtes pleinement mobilisés et qui sera dotée de minima 150 millions d'euros en 2023. Dans cette stratégie, il y a un volet qui concerne les aires protégées. L'objectif de 30% du territoire national en aires protégées est atteint, mais nous visons maintenant celui de 10% en protection forte. Les PNR sont désormais reconnus comme des aires protégées. Ils constituent des espaces de dialogue susceptibles de porter une ambition supplémentaire sur la préservation de la biodiversité et le développement de protections fortes. Nous comptons donc sur vous pour porter cette dynamique. Pour impulser à vos côtés cette dynamique, le gouvernement a élargi cette année la dotation de soutien pour la protection de la biodiversité de 10 millions d'euros, dont 5 millions d'euros pour les communes se trouvant dans des parcs naturels régionaux. Cette dotation augmentera à nouveau de 6 millions d'euros en 2023, dont 4,5 millions d'euros pour les communes se trouvant dans des PNR. Cela est nécessaire pour reconnaître votre contribution au développement durable. 2023 sera également marqué par la décentralisation au profit des régions d'une partie des missions relatives à la gestion des sites Natura 2000, exclusivement terrestres, afin notamment de contribuer à un meilleur ancrage territorial des sites. La publication du décret interviendra d'ici fin 2022 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2023. Les décisions de transfert de crédit et d'ETP sont en cours dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances 2023 pour assurer une continuité dans la mise en œuvre de cette politique à l'échelle nationale. Vous le voyez, nous avons encore beaucoup à faire et nous donnons les moyens de nos ambitions. Nous devons accélérer notre transition écologique et les parcs naturels régionaux de France prendront toute leur part. Nous voulions vous remercier, Christophe Béchu et moi-même, pour le travail que vous réalisez au quotidien dans les territoires. Nous restons à l'écoute des propositions de votre réseau afin de faire avancer ensemble la transition écologique de nos territoires. Bien, nous pouvons applaudir Madame la Secrétaire d'État. Et je passe sans plus tarder la parole à Michael Weber, président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Madame la Présidente de Région de France, Présidente de la région Occitanie, chère Carole, Monsieur le Vice-président de la région Pays de la Loire, cher Franck, merci encore pour l'accueil à la Beaulière et du message très sympathique qui nous a été adressé à cette occasion. Monsieur le Vice-président du département de Loire-Atlantique, Monsieur le Président de la Carène Saint-Nazaire Agglomération et maire de Saint-Nazaire,
Monsieur le Président de Cap Atlantique, Monsieur le chef de cabinet de la ministre de l'Environnement et du Développement durable de Guinée, cher Karim, merci pour les mots qui ont été dits et je crois qui résonnent ce matin par rapport aux missions qui sont ceux des parcs. Et, tu sais aussi l'attachement à la fois d'Éric Brua, de Philippe Gamin, qui suivent cette coopération, l'occasion de les saluer et de les remercier. Je salue aussi, mesdames et messieurs, les représentants des délégations étrangères, de Guinée bien sûr, du Luxembourg, de Suisse et de Wallonie, chère Françoise. Monsieur le Président du MAP France, cher Didier, mesdames et messieurs les élus régionaux et départementaux, Monsieur le Président du Parc naturel régional de Brière, cher Éric, avec toute l'amitié que je te porte après ces 4 années où on a construit ce congrès. Monsieur le Président du Conseil d'orientation de recherche et de prospective, cher François, merci pour l'excellente restitution qui résonne à mes oreilles, puisque effectivement je parle longtemps de ce passage du démonstrateur à la massification, et je prends la balle au bond, et je suis prêt effectivement à continuer ce travail avec le Corp. Mesdames et messieurs les présidents et élus des parcs, mesdames et messieurs les maires, les directeurs et agents des parcs, mesdames et messieurs les partenaires de notre réseau, mesdames, messieurs, chers amis, je pense, sans prendre trop de risques, pouvoir en votre nom à tous témoigner du bonheur que nous avons ressenti à nous retrouver réunis durant ces 3 jours dans le parc naturel régional de Brière et de clôturer notre congrès ici, dans ce magnifique site que nous ne pouvions pas imaginer, de ce magnifique site de la base sous-marine de Saint-Nazaire. Quand Éric Provost m'a proposé ce site, nous ne pouvions pas imaginer la portée symbolique de ce lieu. Un site construit pour faire la guerre est devenu un lieu de paix. Ici, les Nazériens célèbrent maintenant quasiment quotidiennement la culture. Nous mesurons tous ce que cela représente, alors même qu'une guerre déstabilise notre continent. Nous en avons passé des réunions en visioconférence depuis octobre 2020, un nombre incalculable. Les 14, 15 et 16 octobre 2020 étaient les dates initialement pressenties pour l'organisation de ce congrès. Voilà 2 ans quasiment jour pour jour. Mais la crise sanitaire nous a contraints à reporter le congrès 2 fois et cette crise sanitaire n'a pas eu raison de notre motivation. Nous avons été plus de 700 congressistes à nous réunir ces 3 derniers jours et avec quel plaisir. C'est bien là la plus belle récompense pour le parc naturel régional de Brière qui n'a jamais baissé les bras. Je veux remercier Éric Provost, son président, qui s'est investi personnellement dans la réussite de ce congrès. Merci à son directeur, Bruno Daval, dont nous avons constaté les talents d'acteur hier, à toute l'équipe du parc et en particulier à Louise Jouve, en charge de sa coordination. Merci aussi aux agents de la Fédération des parcs qui sont venus en appui pour l'organisation de cette belle rencontre. Nous vous remercions car la grande famille des parcs a besoin de se réunir. Ces moments d'échange, de débat, de convivialité sont indispensables. Merci également à vos partenaires, à nos partenaires, la région, Pays de la Loire, sa présidente Christelle Morancet, représentée aussi par Laurent Marion lors de l'ouverture, qui lui-même est conseiller régional délégué à la transition écologique et énergétique. Merci aussi au département de Loire-Atlantique, son président Michel Ménard, représenté ce matin par Jean-Luc Séché. Je crois que d'ailleurs on peut tous les applaudir pour leur soutien effectivement à l'occasion de ce congrès. Je remercie également Madame Bérangère Couillard, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie, pour le message qu'elle nous a adressé. Nos remerciements vont aussi à Christophe Béchu, ministre, pour avoir permis de conforter la dotation biodiversité pour nos communes. Cette dotation, destinée à son origine aux communes couvertes par des parcs nationaux, des parcs marins et des sites Natura 2000, s'est étendue pour la première fois en 2022 aux communes adhérentes à un parc naturel régional. Cette décision a été prise sous l'initiative de Joël Giraud, alors secrétaire d'État à la ruralité. Une enveloppe de 5 millions d'euros a ainsi été répartie sur 2700 communes de nos parcs en 2022. Dans le cadre du projet de loi de finances 2023, suite notamment à la vote du budget cette semaine, le gouvernement a proposé un quasi-doublement de cette dotation en l'abondant de 4,5 millions d'euros, la portant ainsi à un total de 9,5 millions d'euros.
Les critères de répartition que propose la Fédération permettraient d'en faire bénéficier 4 300 communes. C'est ce pourquoi nous allons nous battre. Ce coup de pouce financier destiné à nos communes rurales n'a rien d'anodin. Ces communes s'engagent volontairement pour la préservation de notre patrimoine commun, notre air, notre eau, nos sols, nos forêts, nos prairies, nos marais. Cet engagement qui se concrétise par la signature de nos chartes et par le classement en parc mérite d'être reconnu. Historiquement, les communes bénéficiaient de la reconnaissance de l'État et donc de son soutien pour 2 raisons essentiellement, soit en soutenant des équipements permettant le développement économique, avec trop souvent les impacts écologiques que l'on déplore aujourd'hui, soit en soutenant par une forme de péréquation insuffisante les communes les plus pauvres, généralement éloignées des pôles de développement. La péréquation étant trop souvent une stigmatisation, cette dotation biodiversité sur les territoires ruraux devient une valorisation. La dotation biodiversité envoie un message nouveau aux communes de nos territoires, un message positif qui leur dit « Vous possédez un patrimoine qui est notre bien commun, vous vous engagez pour le préserver et nous reconnaissons cet engagement. » Voilà un bien meilleur signal pour nos territoires. Nous l'avons beaucoup dit durant ces 2 jours de débat. La transition écologique est un défi immense, peut-être le plus grand défi auquel l'humanité aura à faire face. Ce défi passera sans aucun doute par une révolution culturelle. Cette révolution est aussi celle des élus locaux qui jouent chaque jour un rôle fondamental dans nos territoires. Médiateurs du quotidien, les élus de nos communes rurales connaissent leur territoire mieux que personne. Ils connaissent leurs habitants et mesurent leur capacité ou non à agir. À ces élus, la dotation renvoie ce message. Vous ne faites pas partie du problème, vous faites partie de la solution. Mesdames et messieurs les maires et élus des communes classées parc, cette dotation est un signal de reconnaissance de notre engagement. Et je sais pouvoir compter sur vous pour en faire le meilleur usage. Notre ingénierie, votre ingénierie, car les parcs naturels régionaux sont vos outils, sont là pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos projets, pour faire en sorte que ces 9,5 millions d'euros nous permettent d'accélérer un processus engagé dans les parcs il y a plus de 50 ans. Cette dotation ne doit toutefois pas masquer les difficultés financières auxquelles nos syndicats mixtes vont être confrontés. L'évolution du point d'indice, réponse légitime aux besoins d'évolution des salaires de nos agents et réponse partielle à l'inflation, va engendrer en 2023 une augmentation structurelle des dépenses de fonctionnement d'environ 5 millions d'euros. Le modèle économique de nos syndicats mixtes est fragile face à ces évolutions que nous ne maîtrisons pas. Votre fédération a alerté le gouvernement et nous avons fait une proposition aux parlementaires. Je remercie à cet égard Emmanuel Mandon, ancien président du Parc naturel régional du Pilat, aujourd'hui député, pour avoir relayé notre inquiétude. Nous avons adressé un courrier à nos ministres, relayé auprès de leurs services. Nous avons alerté les parlementaires. Nous l'avions d'ailleurs encore évoqué mercredi matin lors de l'ouverture de notre congrès à la réunion des présidents et directeurs. Et depuis, hier, de nombreux parcs ont reçu la confirmation de leur éligibilité à la clause filet. Ces parcs, quand ils répondent aux critères du décret, disposeront d'une dotation spécifique leur permettant de couvrir en grande partie les dépenses relatives à l'évolution du point d'indice et à l'augmentation du coût de l'énergie. C'est une première, à ma connaissance, dans notre réseau, et une très bonne nouvelle, car, je le rappelle, les syndicats mixtes ne devaient pas bénéficier de ces clauses à l'origine. Je vous invite donc tous et toutes à vous rapprocher très rapidement de vos directions départementales des finances publiques ou de votre préfet pour vous assurer que cette dotation vous bénéficiera aussi. Et au-delà de l'année 2023, il est important que l'État marque son soutien à notre réseau qui contribue de manière significative dans la mise en œuvre de la stratégie des aires protégées et de la stratégie nationale biodiversité. Comme l'a dit la secrétaire d'État, nous appartenons désormais à la famille des aires protégées. Cela n'a pas modifié notre approche de la préservation de la biodiversité. Au contraire, c'est la reconnaissance de la protection par le contrat, par la libre adhésion. Un mode de protection qui ne s'oppose pas à la protection réglementaire, mais qui la complète. Nous allons par conséquent continuer à nous battre pour augmenter la dotation de 120 000 € par parc et par an, qui n'a pas été revalorisée depuis plus de 10 ans.
Cette dotation représente un peu plus de 6,9 millions d'euros par an, ce qui équivaut au budget annuel moyen d'un seul parc national. Les parcs naturels régionaux le méritent pour le rôle qu'ils jouent dans la stratégie nationale de la biodiversité et plus globalement dans la capacité qu'ils ont à prendre en compte la nature dans notre quotidien. Ils le méritent aussi au regard des réussites qu'ils engrangent depuis leur création. La lutte contre l'érosion de la biodiversité, contre le changement climatique, sont des priorités nationales. La transition écologique et la biodiversité sont sur toutes les lèvres. La contribution majeure que nous y apportons doit être reconnue. Nous comptons sur le soutien de l'État. Notre réseau est un réseau vivant. Les parcs naturels régionaux séduisent plus que jamais. Depuis notre dernier congrès en 2018 à Saint-Étienne, nous avons vu la naissance et l'arrivée dans notre réseau de 5 nouveaux parcs. Alors je vais demander à ce que ces parcs, qui sont quasiment tous inaugurés et pleinement engagés pour la mise en œuvre de leur projet, de se lever pour qu'on les identifie. C'est vrai que la salle est peut-être un peu sombre. Je parle du Médoc, de Betsomme-Picardie-Maritime, du Mont-Ventoux, de Corbière-Fenouillède, du Dour-Horloger. Merci de les applaudir. Nous avons encore une dizaine de parcs en projet. Chère Carole, pour présider le projet de Comminges-Barousse-Pyrénées, tu es pleinement engagée dans ce label et dans le sujet que tu connais bien. Nous ne pouvons que nous réjouir de l'attractivité de notre label. Plus que jamais, notre approche de la préservation des territoires a du sens et répond aux besoins des territoires ruraux. Mais le niveau d'exigence qui prévaut au classement d'un territoire en parc naturel régional, tant sur la qualité du territoire que sur le niveau d'ambition de la charte, doivent être pleinement garantis. Les parcs naturels et régionaux sont des outils territoriaux. Les parcs sont voulus, désirés par les élus locaux et les régions qui y jouent un rôle capital. Mais le classement par décret national en est la clé de voûte. Nous, régions, États, fédérations, y sommes attachés. Le label garantit la cohérence et la force du réseau. La déconcentration de la procédure de création n'a pas été une bonne décision. Je ne parle bien sûr pas des révisions de chartes de parcs, qu'on souhaiterait d'ailleurs voir allégées, mais bien de procédures de création. Bien sûr, il ne s'agit pas là de pointer du doigt les territoires en projet. Nous respectons et accompagnons la volonté et la très grande motivation des élus locaux qui prétendent au classement. Comme vous le savez, la Fédération des parcs joue un rôle de garant de la qualité du label. Cette mission lui a été confiée par le législateur et figure dans le Code de l'environnement et suscite en bureau de la Fédération, je le dis là sous les collègues, de nombreux débats. Elle rend ses avis au nom de ses membres et notamment les 58 parcs naturels régionaux et des régions, qui sont presque toutes adhérentes à la Fédération. Nous avons observé ces derniers temps une tendance à vouloir contourner ce rôle. Et je vous le dis, c'est une très mauvaise idée. C'est une mauvaise idée pour notre réseau, mais c'est également une mauvaise idée pour les territoires concernés. Le classement en parc naturel régional ne doit pas être considéré comme une formalité. Le niveau d'ambition qui prévaut à ce classement est un moteur dont le territoire et ses acteurs ont besoin. Ce classement n'est pas non plus une simple reconnaissance. Pour être classé, il faut un projet, et pour le mener, le mettre en œuvre, il faut des moyens. Attention aussi à la tentation de multiplier le nombre de parcs sans prévoir les moyens correspondants. Je connais, Madame la Présidente de Région de France, votre attachement aux parcs naturels régionaux. Je sais que vous en avez parfaitement conscience, et notamment des moyens qui leur sont mis à disposition, conditions indispensables à leur réussite. Nous savons également les contraintes qui pèsent actuellement sur l'ensemble des collectivités, notamment sur les régions, mais la création d'un parc ne doit en aucun cas se faire au détriment des parcs existants. Plus que jamais, en confiance et en conscience d'ailleurs, les parcs naturels régionaux sont aux côtés des régions pour porter des transitions dans nos territoires ruraux fragilisés. En août dernier, Elisabeth Borne a annoncé la mise en place d'un fonds vert doté d'une enveloppe globale de 2 milliards d'euros. Un montant spécifique de 150 millions d'euros sera réservé aux aires protégées pour favoriser la mise en œuvre de la stratégie nationale de la biodiversité qui devrait être adoptée en mars 2023. J'invite tous les parcs à porter des projets structurants
sur nos territoires. Les parcs naturels régionaux ont déjà su se mobiliser dans le cadre du plan de relance, soit en tant que maîtres d'ouvrage, soit en accompagnant leurs collectivités membres, les communes, les intercommunalités. Il est de notre responsabilité collective de mener des actions cohérentes avec nos chartes et dans le cadre de ces fonds. Chers collègues des parcs, chers partenaires, cela fait 2 jours que nous débattons de la nécessité et de notre capacité à faire converger les forces vives de nos territoires pour nous engager plus puissamment dans la transition écologique. De la nécessité impérative de faire converger la lutte contre le changement climatique avec la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Nous sortons de 100 ans de certitude, la confiance aveugle dans un modèle de développement dont ce que nous appelions le progrès qui devait nous garantir la vie meilleure. Cette époque est désormais derrière nous. Nous entrons dans une grande période d'incertitude. Et l'incertitude, le manque de visibilité peuvent générer des peurs. Même si l'inquiétude est légitime, j'observe parfois une tendance à jouer sur ces peurs. La tentation est grande pour certains d'utiliser l'urgence pour imposer des mesures ou des réformes, quitte à contourner le processus démocratique. Ne croyez pas que cette tentation n'existe pas quand on parle d'écologie. En réalité, elle est vieille comme le monde. Et l'inconnu, la peur, en sont le terreau fertile. La transition écologique est un combat, certes, mais ce n'est pas une guerre. Elle doit être le ciment d'un nouveau projet de société, un projet plus démocratique que jamais. Et nous, parcs naturels régionaux, devons accompagner et faire converger ces forces. Le processus démocratique est un impératif moral. Il est une condition de la réussite. Seul le respect de la démocratie pourrait en faire accepter, malheureusement, l'échec. Les parcs sont une formidable solution face à l'inconnu. Ils permettent d'ancrer la transition écologique dans un territoire, de confronter les enjeux climatiques et écologiques à une réalité vécue. Nos projets de territoire permettent de fixer des objectifs communs, mesurables. Surtout, ils offrent un cadre pour agir. Et agir, s'engager, est un moteur puissant contre le sentiment d'impuissance. Nous observons de nombreux jeunes qui viennent s'installer dans nos territoires car ils y trouvent un sens à leur vie. Ils y développent leur capacité, leur activité économique, leurs projets personnels, en cohérence de plus en plus avec ce en quoi ils aspirent. Il y a de la place pour l'action. Il y a dans la transition écologique un formidable réservoir de créativité. Cessons d'avoir peur. Convergeons autour de la transition écologique qui peut être le liant dont la société a tant besoin. Nous traversons une période de crises multiples. C'est avec détermination qu'il nous faut les affronter. Ces crises peuvent également nous permettre d'aller plus vite. Comme le disait récemment le regretté Bruno Latour que nous avions convié à notre congrès, la crise pousse à l'expérimentation en remettant en question la plasticité de ce système prétendument indiscutable. Soyons ambitieux, soyons créatifs, nous en avons plus que jamais besoin. Vive les parcs naturels régionaux. Merci. Merci, Président. Et la parole pour clôturer ce congrès est à Madame Carole Delga, présidente de Région de France. Merci beaucoup, Madame la Présidente, d'avoir fait le déplacement jusqu'à Saint-Nazaire pour venir nous voir en personne. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi d'être ici donc, à Saint-Nazaire. Je salue Monsieur le maire. Bien sûr, en Loire-Atlantique, alors ce matin très tôt, j'ai pris un petit déjeuner avec Michel Ménard. Nous étions anciens collègues députés, donc amis depuis un certain nombre d'années. Dans cette belle région, pays de la Loire, Monsieur le Premier vice-président, nous allons encore avoir une séance de travail avec Christelle Morancé la semaine prochaine sur le sujet de France Travail, puisque la région Pays de la Loire est très impliquée sur ces sujets. Et puis, bien sûr, merci donc, au Parc naturel régional de la Brière de nous accueillir. Et bien entendu, merci Monsieur le Président, merci cher Michael Weber
de m'avoir invitée en tant que présidente de Région de France pour ce congrès national, sachant que l'année prochaine, voilà, je devrais doublement encore plus être présente. Mais déjà l'année dernière, c'est une histoire de fidélité entre Région de France et les PNR. J'étais également l'année dernière présente à votre Assemblée générale, c'était en novembre, oui, c'est ça, c'était en novembre 2021. Alors, je suis présidente de Région de France, comme mon accent ne l'indique pas, présidente de la région Occitanie, et présidente aussi d'un futur parc naturel régional, donc Comminges-Barousse-Pyrénées. Et c'est vrai que j'avais vraiment souhaité, dans mes différentes précédentes fonctions, que ce projet de parc naturel régional puisse émerger. Et au moment de la préfiguration, les élus de ce territoire, les forces vives, souhaitaient que j'en ai la présidence. Donc, bien sûr, de suite, j'ai opposé, vous vous doutez, la question de mon agenda, d'une charge de travail qui était quand même assez forte, ne niant pas la mobilisation, bien sûr, de la région Occitanie, mais de ma mobilisation personnelle, puisque c'est mon territoire natal, le Comminges et les Pyrénées. Puis je leur dis, à force d'insistance, je leur dis, écoutez, je n'accepte d'être présidente de ce parc naturel régional en préfiguration que si je suis élue à l'unanimité. Alors donc je m'étais dit, je vais leur mettre, voilà, je leur avais dit donc, je ne veux pas de blanc, pas d'abstention, je me suis dit, là, je vais être tranquille, bon voilà. Là. Donc, j'arrive très très décontractée à l'Assemblée générale, voilà, et puis voilà, il lance le vote et donc pas unanimité. Alors je reprends la parole en disant il n'y a pas abstention, il n'y a pas vote, il n'y a pas nul, il n'y a pas ne participe pas au vote, non. Donc après, voilà, j'ai été vraiment ravie bien sûr de pouvoir participer parce que je vous raconte cette anecdote parce que c'est la démonstration en effet que dans un parc naturel régional, la question du rassemblement, la question de savoir associer l'ensemble des différents acteurs, l'ensemble des différentes sensibilités, eh bien c'est cela qui caractérise vos parcs naturels régionaux et c'est ce qui permet de donner de la force à un projet de territoire. Donc nous avons 58 parcs naturels régionaux sur la métropole et nos territoires d'outre-mer et c'est une vraie richesse. C'est une vraie richesse, comme je l'indiquais, sur ces questions de gouvernance. Et à l'heure, en effet, où il y a des évolutions, Michael, tu l'as rappelé, il faut bien toujours se concentrer sur la question du projet de territoire. Il ne faut surtout pas tomber dans ce piège qui pourrait être d'être des super intercommunalités. Il faut qu'il y ait, c'est la force du projet du parc naturel régional, qu'il y ait un vrai projet de territoire qui donne une spécificité, mais qui donne aussi une force d'entraînement. Et c'est pourquoi l'ensemble des présidentes et des présidents de région, nous soutenons fortement les parcs naturels régionaux, parce que cela permet la conciliation. Cette conciliation qui est absolument indispensable dans une société où on voit de plus en plus de solitude et aussi de plus en plus d'affrontements. Je crois au contraire que nous devons nous inspirer de la conciliation des travaux d'Edgar Morin pour démontrer qu'à travers la conciliation, c'est ce qui nous permet de progresser tous ensemble et c'est ce qui nous permet de relever les défis de la crise climatique, des défis aussi de la crise sociale, des défis aussi de la crise démocratique. Concilier, c'est ce que nous demandons donc à nos parcs naturels régionaux, les régions étant des acteurs majeurs, concilier bien sûr avec le développement économique. Nous ne voulons pas de territoire figé, mais au contraire, nous souhaitons que ce soit de la croissance en conscience, de la croissance partagée, les services à la population, la transition écologique et l'aménagement du territoire. Il est absolument indispensable aussi qu'il y ait une vraie réflexion sur la question des périmètres. Les périmètres doivent être vraiment en liaison, en cohérence avec le projet de territoire. Et je connais bien le sujet que parfois on peut avoir la tentation de s'agrandir. Mais il faut toujours avoir la raison et être bien conscient qu'un agrandissement n'est pertinent que s'il est cohérent avec le projet de territoire. Et nous devons, bien entendu,
être là avec les parcs naturels régionaux, Madame la secrétaire d'État l'a indiqué, présents avec les réponses à mener à la crise environnementale. Cela a été indiqué avec la question des feux de forêt qui ont vraiment marqué de façon très très forte notre pays cet été, à travers les actions de prévention, d'entretien, à travers aussi la restauration des écosystèmes après les incendies. Et en tant que présidente de la région Occitanie, j'ai pu observer avec intérêt, par exemple, les actions menées par le PNR des Alpilles. Et là, nous avons cette mutualisation des expériences qui est absolument indispensable. Des crises climatiques de plus en plus fortes. Nous sommes dans une période de sécheresse très très forte et nous avons aussi des épisodes climatiques de plus en plus violents, que ce soit à travers la grêle, à travers le gel et à travers là aussi les parcs naturels régionaux. C'est la possibilité d'accompagner nos agricultrices et nos agriculteurs sur ces nécessaires transitions pour adapter le modèle de développement. Là aussi, c'est une instance de dialogue, c'est une instance d'accompagnement dont nous avons besoin, nous, les présidents de région, pour faire que cette agriculture de la qualité, cette agriculture familiale, eh bien, elle puisse s'adapter, mais elle puisse continuer à contribuer à la souveraineté alimentaire de notre pays. Et je sais les nombreux projets qui sont portés à travers les projets alimentaires territoriaux. Un sujet aussi qui est fort, qui est d'actualité sur le zéro artificialisation nette. Et c'est pourquoi les présidents de région, nous demandons que nous soyons bien à un niveau régional pour définir les fameux 50% et certainement pas à une échelle départementale. Parce que ce que nous défendons, c'est qu'il y ait un aménagement du territoire équilibré, de stopper bien sûr l'hypermétropolisation, d'avoir des relations équilibrées entre les métropoles et les territoires ruraux, mais de permettre également le développement de ces territoires ruraux qui ont souvent été très sobres ces dernières années, mais qui correspondent aujourd'hui à une aspiration sociétale après le confinement, après cette crise sanitaire. De plus en plus de Français veulent revenir dans des petites villes, dans des villages d'équilibre, et il faut, bien entendu, permettre la restauration du bâti, mais également un peu de développement. Et c'est cette articulation qui est complexe que nous devons mettre en œuvre. Nous y travaillons, bien entendu, avec le gouvernement sur plusieurs sujets. Le décret ne correspond pas à ce qui avait été convenu en commission mixte paritaire, et je salue les parlementaires qui sont présents. Donc nous demandons, comme l'Association des maires de France, qu'il y ait une réécriture de ces décrets, parce que ça ne correspond pas à ce qui avait été convenu avec l'ensemble des associations et avec l'ensemble des parlementaires, et tout particulièrement le travail mené au Sénat. Nous demandons également qu'il y ait un fonds national pour les grands projets d'envergure nationale, infrastructures de transport. Vous comprenez bien que la présidente d'Occitanie, étant la région la plus enclavée de France, est très attachée à ce sujet, mais pas que. Il y a aussi le canal Seine-Nord et il y a aussi certaines grandes infrastructures économiques qui sont absolument indispensables pour notre souveraineté industrielle. Et puis également d'avoir sur la nomenclature un peu plus de travail qui corresponde à nos réalités. Mais là aussi, les parcs naturels régionaux nous ont montré la voie avec une vraie réduction des surfaces artificialisées et avec une vraie réflexion sur la question de la construction optimale, de la construction aussi qui peut être beaucoup plus dans de la réhabilitation. Et vraiment, nous devons nous inspirer de tout ce qui a été mené. Et puis, toutes les politiques, bien entendu, sur la biodiversité, avec un partenariat très très fort entre les politiques régionales et leur déclinaison sur les espaces des parcs naturels régionaux. La question, bien sûr, de Natura 2000, où nous avons le transfert qui est en cours. Et puis, tu l'as indiqué, nous avons vraiment le sujet de notre contexte budgétaire, puisque
les régions ont une situation assez complexe, comme toutes les collectivités, comme tous nos les concitoyens, toutes les entreprises, par rapport à des factures d'énergie qui flambent, mais avec un contexte particulier lié au transport et tout particulièrement au réseau ferré. Et nous sommes en train là, de négocier pour continuer à avoir des marges budgétaires, parce que si les conventions avec la SNCF s'appliquent stricto sensu, c'est l'incapacité des régions à pouvoir répondre, parce qu'il y a une telle flambée des coûts. Mais là, nous y travaillons avec Jean-Pierre Farandou, parce que les régions ont besoin de pouvoir continuer, bien sûr, à investir auprès des entreprises. Je le rappelle, nous sommes les collectivités locales, fer de lance pour le développement économique, continuer à investir dans les mobilités, mais continuer à investir aussi dans l'éducation et également sur les transitions écologiques, énergétiques. Et nous avons donc besoin de pouvoir disposer de marge de manœuvre. C'est ce que nous demandons. Sur la question des mobilités, bien sûr, nous pensons spontanément aux grandes infrastructures, mais on doit penser à toutes les formes de mobilité. Et là, nous savons aussi que les parcs naturels régionaux font preuve d'innovation, parce que c'est ce transport d'intérêt local qui permet d'irriguer l'ensemble donc des territoires, et qui permet aussi de développer les mobilités propres. Voilà, dans ma région, le parc naturel régional des Grands Causses a beaucoup développé ce sujet, mais il y a d'autres, je sais, qui l'ont fait, que ce soit dans les Vosges du Nord, il me semble. Je ne me trompe pas, Monsieur le Président. Voilà, tout à fait. Voilà. Ou également dans le massif des Bauges. Donc là, nous devons, sur cette question des mobilités, bien sûr, pour les présidents de région, ce sont les grandes infrastructures, mais nous sommes aussi attachés à la mobilité dans les territoires ruraux, qui a bien sûr prendre d'autres formes. Et là, avec les parcs naturels régionaux, nous avons un vrai partenariat qui démontre la nécessité de pouvoir faire du sur-mesure. Et c'est ce que nous devons faire par rapport à ces mobilités vertes, par rapport aussi à l'absolue nécessité, et je reprends les propos de Monsieur le vice-président du département de la Loire-Atlantique, mais relier les gens pour lutter contre toute forme de populisme ou d'extrémisme. Nous devons absolument relier les Françaises et les Français. Nous devons absolument investir dans les mobilités, parce que c'est bien entendu un sujet également de croissance économique. Toute période de croissance a toujours été précédée au cours des différents siècles par un investissement fort dans les mobilités. C'est un sujet, bien sûr, pour faire face au réchauffement climatique. C'est un sujet aussi de la puissance de l'industrie française. Donc, à travers ce partenariat avec l'État, et l'État doit être là, et je pense qu'en effet, l'État doit être conscient des efforts budgétaires qui ont été menés par l'ensemble des présidents de région, par l'ensemble des présidents de parcs naturels régionaux, et donc son investissement doit être à la hauteur, parce que ce partenariat donc à trois doit pouvoir continuer. Il doit permettre aux parcs naturels régionaux de développer ces politiques, comme je l'ai indiqué, des politiques en fait qui nous permettent d'être maîtres de notre destin. Et c'est ce que nous devons amener comme réponse aux Françaises et aux Français, la démonstration que nous ne subissons pas, que nous savons anticiper pour ne pas subir. C'est absolument indispensable. C'est d'ailleurs l'objet. Tout à l'heure, je m'excuse, vous m'avez vu encore pianoter sur mon portable, mais nous étions les présidents de région à finaliser une tribune qui va paraître demain. Alors voilà, arriver à trouver un texte qui convienne à 18 présidentes et présidents de région, ça vous demande jusqu'au dernier moment certains arbitrages, une certaine diplomatie. Donc j'avais une deadline avec le monde, donc c'est bon, j'ai pu tenir. Et donc vous allez retrouver dans cette tribune les propos que je viens de tenir sur la nécessité, voilà, de pouvoir être maître de notre destin, de pouvoir anticiper
pour ne pas subir. Et c'est vrai que pour cela, vous êtes, les parcs naturels régionaux, de formidables laboratoires, mais surtout de formidables acteurs. Vous êtes de formidables acteurs et vous savez relier les gens, vous savez rassembler. Et cela, c'est indispensable de savoir rassembler pour faire gagner l'équipe France et pour permettre à notre pays de retrouver de la souveraineté et de la fierté. C'est absolument indispensable dans cette période très complexe de crise énergétique pour notre pays. Et sur la question aussi des énergies renouvelables, vous avez là aussi parfaitement démontré l'adéquation de vos qualités avec ces enjeux que nous devons réussir pour la planète. Donc merci à toutes et à tous pour votre collaboration, pour notre partenariat. Soyez assurés que l'ensemble des présidentes et des présidents de régions de France sont mobilisés, volontaires, pour que nous soyons maîtres de notre destin et pour faire réussir notre pays et pour protéger notre planète. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, on peut l'applaudir bien chaleureusement. Alors maintenant, je passe la parole à Mickaël, puisqu'il y a une petite séquence qui était un peu une tradition de notre réseau et qu'on est bien content de pouvoir renouveler aujourd'hui. Donc je te laisse la parole, Mickaël. En fait, il y a deux séquences. La première, c'est d'abord d'offrir toujours encore ce petit carton des produits marqués Valeurs Parc. Je vais emmener Éric Prouve avec moi, comme ça on va vous ramener un petit présent. Voilà. Nathalie arrive pour vous filer un petit coup de main. Voilà, donc vous savez que ça fait quelques années qu'on essaye de mener des actions nationales pour promouvoir notre belle marque Valeurs Parc. Et donc ces nouveaux colis cadeaux en font partie. Donc il n'y a que des produits marqués Parc dans ces mallettes qui viennent de toute la France. Voilà, on peut les applaudir. Merci beaucoup. Encore. Vous pouvez tous rester sur scène pour la séquence suivante. Alors, pour la séquence suivante et la dernière, on fait toujours un peu de teasing, donc je vais demander à Didier Codorniou de me rejoindre sur la scène. Didier, mais qui es-tu donc? D'où es-tu donc? Que nous proposes-tu donc? Voilà, Didier, je vais te laisser la parole. Merci Mickaël. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Comme le président, j'ai aussi la voix enrouée. Je suis désolé, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Je suis président du parc narbonnais de la Narbonnaise depuis 2 années. Je préside également un Parlement de la mer dans cette belle région de l'Occitanie. Je suis à l'occurrence le premier vice-président de ma chère présidente Carole Delga. Mon pilier. Et comme la présidente, je suis très attaché à la notion d'équipe. Très impressionné de voir votre organisation, président. Très impressionné de voir aussi la mobilité, la mobilisation des équipes avec l'expertise, le talent. On est venu avec mes équipes, avec également donc l'ensemble de tous les parcs, mais plus précisément aussi avec Cathy qui préside dans le cadre des PNR de l'Occitanie donc ce réseau. C'est un réseau puissant, c'est un réseau que je découvre. Je vais aussi, donc le président du Corp parlait tout à l'heure, d'essayer d'avoir des démonstrateurs et de dupliquer. Et j'ai comme expérience, dans le cadre du Parlement de la mer, d'avoir dupliqué 3 parlements de la mer, les Hauts-de-France, Sud-PACA, et puis demain la Corse, avec notre ami président de la Corse, donc Simeoni, qui veut également mettre en place le Parlement de la mer, qui fédère la communauté, qui permet aussi, dans le cadre donc, de la contractualisation avec les services de l'État, le plan littoral 21, la présidente Carole Delga a signé donc, depuis 2 fois un plan littoral 21 qui structure notre territoire avec des montants impressionnants, près de 1 milliard d'euros sur les 4 prochaines années. Donc vous voyez ce qu'on peut faire quand on joue groupé. Je suis également un ancien joueur de rugby, pour ceux qui me connaissent un peu. Et au niveau de
de la tradition. Alors on nous dit, bon, il faut amener un totem. Alors effectivement, j'aurais pu amener un ballon de rugby, c'est pas un ballon de rugby, c'est ni une cravate dans le milieu du rugby, mais par contre j'ai ma cravate que je vais offrir au président, qui est la cravate de la Ligue Occitanie, et je lui offrirai un ballon de rugby dans le cadre du match France-Australie, s'il est disponible, donc il est invité par le président de la fédération, voilà, il se rendra disponible, donc il n'y a pas de souci, c'est samedi prochain, et puis on a imaginé avec nos services... Donc voilà, donc samedi prochain. Et puis, ça c'est un peu les défis, il faut relever. Donc on a la pression aussi pour réussir, parce que 2024, cher président, c'est du travail. Mais avec Carole, on a l'habitude de travailler, de mobiliser les énergies, et je crois qu'on va réussir. On a un parc naturel de 22 communes, je vais pas, donc vous aurez le temps de le voir, et on est très attaché à l'art de vivre, mais l'art de vivre méditerranéen, qui ressemble un peu au vôtre, avec peut-être, je ne sais pas, peut-être un peu plus de soleil, peut-être autant de vent, mais aussi avec des paysages magnifiques. Donc le totem, c'est tout simplement, depuis 10 ans, le temps long, c'est incroyable au niveau des services de l'État. On a fait des demandes avec le parc. Bon, moi, j'étais donc membre du parc naturel au niveau du bureau. Et depuis 10 ans, on essaye d'avoir ces fameux panneaux que l'on retrouve donc sur les autoroutes en termes de promotion. On a mis 10 ans pour avoir l'autorisation. Nous avons les autorisations. Nous allons les placer donc certainement le mois prochain, au mois de novembre, au mois de décembre. C'est-à-dire que quand vous viendrez chez nous, même si vous traversez notre parc, si vous allez vers l'Espagne ou vers Perpignan, vous aurez des panneaux à poser, donc dans les axes stratégiques, Toulouse, Montpellier et Perpignan. Merci la présidente de nous avoir aussi aidé sur ce dossier, qui n'est pas forcément compliqué, mais qui est long. Et donc nous avons imaginé ce totem donc, qui représente ce panneau avec la bossette élégante, nos paysages, les plages, les espaces naturels et bien sûr la vigne. Car vous le savez, tu le sais, Michael, nous avons de très bons vins et nous essaierons de vous recevoir avec vraiment les meilleurs vins de chez nous et bien sûr avec donc notre façon de vous accueillir. Je pense que vous serez bien accueillis. Je vous invite en 2024 de venir aussi nombreux. Nous avons la pression de réussir, mais bon, avec la présidente, donc tout se passe toujours très très bien. Et merci Michael de ta confiance pour nous donner la possibilité de nous faire connaître. Merci beaucoup. Et ma cravate. Peut-être juste quelques mots. Donc on va faire le passage de témoin, tout simplement, hein, comme la tradition le veut. Souhaiter bien sûr la meilleure réussite à ce parc qui va organiser en 2024 notre congrès. Pour avoir vu votre stand lors du pique-nique des parcs, il m'a fait une très grosse impression, donc ça veut dire que ça se présente bien. Et puis, voilà, je crois qu'on est à disposition, les élus, le président du parc de Brière et toute l'équipe, bien sûr, pour vous aider, vous accompagner dans la préparation de ce congrès. Merci. Où est le deuxième? J'ai le deuxième. Laura. Alors n'hésitez pas, les équipes, les élus du territoire de la Narbonnaise à rejoindre sur scène nos élus. Il y a, voilà, pareil pour ceux de Brière. On se dirige vers la fin de notre cérémonie de clôture. Bravo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On se réjouit vraiment de venir en Narbonnaise dans 2 ans. Là, la Brière a mis la barre haute, mais on sait que vous aimez les challenges et les défis, donc on ne s'inquiète pas. Mickaël, tu vois, le dernier, je ne l'oublie pas, il y a un cadeau pour le Président, Codorniou également. Petite malle, voilà. Merci, voilà, donc c'est la fin de notre cérémonie clôture, avec un petit peu d'avance, 5 minutes d'avance, on peut applaudir, c'est une première. Voilà, donc j'espère que vous allez pouvoir regagner en toute quiétude
Voilà vos lieux d'habitation, parce qu'il y a déjà des petites nouvelles de changement sur les trains, donc je vous invite à prendre les renseignements utiles. Moi-même, je suis concerné, comme d'habitude. Voilà, en tout cas, merci encore à toutes et à tous pour votre participation à ce congrès en Parc naturel régional de Brière. Et bien sûr, il y a un buffet avant de partir. Voilà, vous pouvez passer au buffet. Merci beaucoup, bon retour.